2015. Cette année-là, Star Wars revient en force au cinéma avec le retour de la Force. Cette année-là, le 19 octobre, une nouvelle série d'animation française qui va conquérir le monde débarque sur nos chaînes de télé. Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Je dis française, mais en réalité c'est une production franco-coréenne et même un peu japonaise. Et ce n'est pas étonnant. Si vous avez regardé Miraculous, vous avez dû remarquer la grande inspiration à l'animation japonaise. Le concept des Miraculous est directement inspiré des Magical Girl, sous-genre d'animé japonais très populaire dans les années 80, qui met en scène une fille ordinaire qui se retrouve investie d'un pouvoir magique via un artefact qui lui est donné par une entité magique. Comme inspiration notable, on peut citer le célèbre Sailor Moon. Dans Miraculous, les artefacts sont bien sûr les bijoux magiques Miraculous, les entités magiques sont des Kwami, et au niveau des transformations en héros, on voit clairement l'inspiration aux métamorphoses de Sailor Moon, Precure ou autres animés du genre. Il y a bien sûr d'autres inspirations évidentes à l'univers des animés, comme l'oncle de Marinette habillé exactement comme Goku de Dragon Ball avec des cheveux identiques à ceux d'un Super Saiyan. Et si je vous disais qu'à la base, Miraculous devait ressembler à ça? Oui, ça devait être un animé, littéralement. Mais comment on est passé de ça à ça, à cette animation 3D qui au passage a vraiment donné une identité visuelle forte à la série. La série Miraculous, on la doit à Thomas Astruc. Si vous ne le connaissez pas mais que vous avez vu la série, vous l'avez déjà vu. Il s'amuse à se représenter dans certains épisodes et à se tourner en ridicule. L'idée du concept de base de la série lui est venue tout à fait par hasard. Thomas bossait dans un studio et un beau jour, une femme a rejoint l'équipe. Elle portait un t-shirt avec une coccinelle dessus. Vous voyez le truc arriver, les employés avaient comme coutume de s'échanger des post-it, ça faisait partie de la culture de la boîte. Et dans un de ces post-it qu'a donné Thomas Astruc à cette jeune femme, il a dessiné une caricature d'elle en super-héroïne coccinelle. Et en voyant ce qu'il venait de créer, il s'est dit « il y a un truc à faire là. » Et la suite, vous la connaissez, il crée tout un univers autour de ce personnage créé à l'arrache. La coccinelle étant symbole de chance, il décida de lui associer un animal qui représente l'opposé, la malchance. C'est ainsi que Chat Noir est né. Il appela le personnage principal Marinette en référence à une femme qu'il connaissait dans la vie réelle. En 2002, Thomas Astruc crée le personnage de Ladybug. Entre 2003 et 2005, il crée des couvertures dans le but de faire de ce concept de personnage un comics de super-héros à la Marvel. Pourtant, vous savez comme moi aujourd'hui que Miraculous n'est pas une bande dessinée, mais une série télé d'animation. Même si après la série, il y a eu quand même un manga dont le premier tome est sorti en 2022 et qui a un rythme de parution assez lent et qui en fin de compte n'est qu'un produit dérivé de la série. C'est la rencontre entre Thomas Astruc et Jérémy Zag en 2010 qui va tout chambouler. Jérémy Zag crée sa société d'animation Zagtoon l'année d'avant et voit en ce personnage de Ladybug un potentiel incroyable. Quand il a regardé les croquis de Thomas, il tomba tout de suite amoureux du projet. On peut dire qu'il a eu le nez creux. C'est alors qu'il proposa à Thomas Astruc d'en faire non pas un comics, mais une série d'animation. Astruc devint ainsi producteur et réalisateur de la série. Et je pense que comme moi, vous êtes d'accord pour dire que c'est mieux ainsi. Avant Miraculous, Thomas Astruc avait déjà un petit passif dans le domaine de l'animation. Il a travaillé sur des designs de personnages, puis sur de l'animation, ensuite du layout. Le layout, c'est en gros, en animation 3D, le processus de mise en place de la mise en scène initiale d'une scène. Ça inclut les angles de caméra, les positions des personnages et les mouvements clés. Et après ça, il deviendra storyboarder. Il a notamment travaillé sur Code Lyoko ou Totally Spies qui a été créé en insufflant une vibe manga dedans. D'ailleurs, 3 personnages de Miraculous sont inspirés des Totally Spies. Il s'agit de Chloé, Alix et Sabrina qui sont respectivement inspirés de Clover, Alex et Samantha. À la base, ces personnages devaient elles aussi former un trio. Il a aussi travaillé sur le fameux Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui, oui, est un film live et non pas un film d'animation, mais même dans les films live, on a un storyboard. Le storyboard, c'est l'étape après le layout. C'est une série de croquis représentant les événements clés de la narration, présentés chronologiquement, qui serviront de base pour ensuite animer les épisodes. Selon Zag, la volonté pour le projet Miraculous était de créer une série qui met en avant le girl power, sans que le personnage soit sexualisé comme c'est le cas dans les Magical Girl au Japon, où les persos sont en mini-jupe. Et ainsi rivaliser avec les séries pour garçons sans avoir besoin d'un personnage principal masculin bien musclé. L'égalité des genres, c'est une cause qui tient à cœur aux producteurs, que ce soit Jérémy Zag ou Thomas Astruc. Ils transmettent beaucoup de messages engagés auprès de la jeunesse tout au long de la série.
On peut citer aussi leur engagement à la cause écologique qu'on retrouve dans plusieurs épisodes comme l'épisode Censure où nos héros protestent contre le projet polluant du maire bourgeois. Ou encore l'épisode Action, hors série de la saison 5 qui met en scène Marinette, Adrien et ses amis, affrontant un chef d'entreprise bien capitaliste et avide d'argent, gros producteur de plastique bien polluant qui refuse de passer à une production éco-responsable. Netflix a eu la merveilleuse idée de mettre l'épisode en tant que 27e de la saison 4, alors que les événements qui se déroulent dedans prennent place pendant la saison 5. Dit plus clairement, il spoil la saison 5. Je vous conseille donc de regarder l'épisode après avoir fini les 5 saisons. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé fou, et puis c'est un hors-série à la rigueur, vous pouvez même ne pas le regarder du tout. Le but de la série était aussi de faire un croisement entre la culture des super-héros américains et l'univers des animés. Je pense que vous l'avez tous remarqué, Ladybug est totalement inspiré de Spider-Man. Entre son costume rouge et son yo-yo qu'elle utilise pour se balancer entre les immeubles de Paris, l'inspiration est claire. Le choix de la ville de Paris qui a été un pari audacieux, sans mauvais jeu de mots. Un pari qui laissait réticent les chaînes de télé, mais qui au final s'est avéré gagnant et contribue au rayonnement de la France et de sa capitale dans le monde. Les gens sont trop habitués à voir leurs films de super-héros dans des villes américaines ou voir des magical girls dans un cadre japonais. Thomas, en tant que bon parisien, a choisi de mettre en place les événements de la série dans sa ville, dans la capitale du pays de la gastronomie, Paris. L'idée de Paris était même déjà présente sur les croquis de Astruc que Jérémy Zag a regardé avant de démarrer le projet, ce qui l'a grandement enchanté. Jérémy Zag qui actuellement habite à Los Angeles aux États-Unis, je ne sais pas si dans sa jeunesse il était parisien ou pas. Revenons sur Zagtoon, l'entreprise qui s'occupe de Miraculous. C'est une société de production de séries d'animation principalement pour enfants. Je dis principalement parce que même si la cible principale de Miraculous sont les enfants, c'est une série tout public. Thomas Astruc l'a répété plusieurs fois, le but est de réunir toute la famille devant la série. D'ailleurs, les dernières saisons sont un peu plus matures et un peu plus pour les jeunes adolescents que les enfants plus jeunes. Logique, les fans grandissent, il faut bien s'adapter un peu. La production la plus récente de Zagtoon est Ghost Force en 2021. Ils ont aussi produit Rosie, Kobushi ou encore Zack Storm Super Pirate. Personnellement, je ne connais aucune de ces séries. Si vous en connaissez ou même en avez déjà vu parmi celles-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. La série est diffusée dans un premier temps en Corée du Sud au mois de septembre 2015. Elle débarque sur Tfou, l'émission jeunesse de TF1, un mois et demi plus tard en France, avant d'être rediffusée par la suite sur Disney Channel. Elle s'exporte ensuite en Suisse, aux États-Unis, sur Nickelodeon, au Québec et pour finir au Japon. Rendez-vous compte, Thomas Astruc a eu l'idée du personnage de Ladybug en 2004 et ce n'est qu'en 2015, donc plus de 10 ans plus tard, que le projet se concrétise sur nos écrans. C'est fou. Miraculous est à présent diffusé dans plus de 150 pays et selon Jérémy Zag, en juillet 2023, se situe régulièrement dans le top 3 des séries d'animation en termes d'audience dans de nombreux pays. Et la série est aussi disponible sur Netflix dans beaucoup de pays. Le déroulement d'un épisode, c'est toujours le même. Le méchant principal de l'histoire, Papillon, qui possède le Miraculous du papillon, utilise son pouvoir pour akumatiser quelqu'un, c'est-à-dire lui conférer des pouvoirs et le manipuler pour essayer de dérober les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Ces derniers combattent le vilain de l'épisode, désakumatisent la victime en cassant l'objet où s'est réfugié l'Akuma, brisant la manipulation du papillon, libérant et purifiant le papillon qui a servi à l'akumatiser, et ensuite fin de l'épisode. Akuma bien sûr venant du mot japonais Akuma, qui signifie démon. Ce pattern d'épisode permet aux spectateurs, et notamment aux enfants, de suivre n'importe quel épisode sans être trop perdus. Ils peuvent ainsi regarder les épisodes dans le désordre et rater des épisodes sans problème, même si bien sûr il y a un fil conducteur. C'est une requête des diffuseurs et rappelez-vous que les dessins animés pour enfants ont toujours fonctionné comme ça en France ou même aux USA. Scooby-Doo, Danny Phantom, Bob l'éponge, ils fonctionnent tous de la même manière. C'est ce qu'on appelle des épisodes standalone. Quand les épisodes sont assez disjoints comme ça, un épisode égale une histoire. Pour des animés, c'est différent car ils sont adaptés de manga. On retrouve quand même cette manière de faire dans certains comme Détective Conan ou encore GTO un peu. Le fil conducteur principal de la série, c'est l'histoire d'amour entre Ladybug et Chat Noir, et Marinette et Adrien. Marinette est amoureuse d'Adrien, tandis qu'Adrien, qui est Chat Noir, est amoureux de Ladybug sans savoir qu'elle a en réalité Marinette, sa camarade de classe. Cette histoire d'amour croisé est le cœur de la série et son atout principal qui contribue sans nul doute au succès de la série. L'amour, ça parle à tout le monde et dans un cadre pareil, c'est-à-dire au collège avec des collégiens, ça parle forcément aux enfants et adolescents qui regardent la série. Mais du coup, pourquoi, alors que la Toei Animation a animé l'épisode pilote de la série en 2D et qui est un studio d'animation légendaire, il a pour rappel animé des animés cultes tels que Dragon Ball, Saint Seiya alias et Chevalier du Zodiaque, One Piece ou encore Sailor Moon, n'a pas animé la série finale. Pourquoi le choix a été fait de produire la série en 3D, en CGI? Eh bien Thomas Astruc l'explique simplement par le fait qu'à l'époque, tout ce qui est style d'animation japonaise, c'est pas du tout vendeur.
ça avait une mauvaise image. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, heureusement. Les animés sont devenus mainstream, on en a à l'appel sur Netflix, c'est beaucoup plus accepté, même si ça a encore mauvaise réputation auprès de certains. Moi, j'ai connu l'époque où ça me regardait bizarre quand je disais que je regardais les animés, particulièrement les filles, parce que Dieu merci, il y avait quand même pas mal de mecs qui mataient Naruto ou quelques animés, mais t'avais quand même pas mal de mecs aussi qui te regardaient bizarre, je parle même pas des adultes, etc. Enfin voilà, c'était une autre époque, c'est révolu, tant mieux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce qu'on vous juge parce que vous matiez des animés ou pas? Et si aujourd'hui on vous juge toujours? Si vous êtes jeune et que vous avez connu les animés récemment, normalement, on ne devrait pas vous juger. La deuxième raison, c'est que les méthodes de travail des animateurs japonais est trop différentes de celles des animateurs français. Il était difficile de concilier les deux. Par exemple, au niveau du storyboard, les Japonais se contentent de dessiner des croquis grossiers, ce qui est suffisant pour les techniciens pour la suite du processus créatif. Mais malheureusement en France, le studio doit rendre des comptes aux diffuseurs, donc aux chaînes de télé, telles que TF1 ou Disney Channel. Ils doivent faire valider les storyboards et ces storyboards doivent être davantage détaillés. Avant de prendre une décision finale, un épisode pilote a été réalisé en 2D et en 3D. Il s'agit de l'épisode avec l'oncle de Marinette en Super Saiyan dont je vous parlais plus tôt. Les deux versions ont été montrées aux chaînes de télé, leur verdict a été donné, elles ont largement préféré la version 3D. C'est ainsi que malheureusement, la Toei n'a pas poursuivi le projet avec Zag Animation. L'animation de la série a été confiée à Samg Animation, un studio sud-coréen spécialisé dans l'animation 3D. Vous comprenez mieux pourquoi la série a d'abord été diffusée en Corée du Sud. En revanche, ils n'ont pas animé tous les épisodes, mais tout de même la majorité de ceux des 5 premières saisons. Finalement, Thomas Astrug est bien content que la série soit en 3D car selon ses dires, il a une façon de mettre en scène et réaliser plus proche du live que de l'animation. Sans compter que cette technique d'animation présente de nombreux avantages, tels que conserver une qualité d'animation plus constante que l'animation 2D où chaque animateur a son style, même si bien sûr ils essayent d'adapter leur dessin au chara-designer. Et puis, animer tous les points de Ladybug sur son costume aurait été une grosse galère. À l'époque du film Dragon Ball Z Fukatsu no F, où Freezer revenait, lors d'une interview, les animateurs expliquaient ce choix, notamment par le fait que ramener Cell comme ancien antagoniste aurait été pénible à animer car justement il a plein de motifs sur son corps qui ressemblent à des points ou des taches. Et quand on sait que le film où il revient finalement, c'est un film animé justement en 3D, tout fait sens. Les Japonais qui plus est aiment apporter leur touche créative dans les œuvres qu'ils adaptent. C'est pourquoi l'épisode pilote est plus sombre que celui qu'on aura dans la série. Cette vision sombre de Miraculous, c'est la Toei qui l'a instaurée. Thomas Astrug n'avait pas imaginé sa future série ainsi. Quant aux différences, elles sont probablement dues simplement aux volontés des scénaristes qui ont changé ou encore aux directives des diffuseurs auxquelles les équipes créatives doivent se plier. Quand on fait une série pour enfants, il faut faire attention. Comme différence entre l'épisode pilote et la série, on peut citer Félix qui a remplacé son cousin Adrien en Chat Noir, qui lui n'existait tout simplement pas, ou encore les différentes techniques de Ladybug et Chat Noir. Attention à ne pas confondre cet épisode pilote de la série, qui effectivement a été animé en 2D par la Toei, mais qui n'est pas l'épisode pilote qui a été envoyé aux chaînes de télé dont je vous parlais plus tôt. C'est deux épisodes différents. L'épisode pilote dont je vous parlais tout à l'heure, où il n'y a pas du tout accès, il n'y a que les chaînes de télé qui l'ont. Le trailer de cet épisode pilote avait été leak sur Twitter à l'époque, ce qui a suscité beaucoup de réactions. Les gens réclamaient la série, ils voulaient la voir. Comme quoi les leaks, ça peut avoir du bon. Si vous vouliez du Miraculous en 2D à la japonaise, ne soyez pas triste car vous aurez l'occasion de voir ça très bientôt dans un épisode canon de la série. Comment ? En plus des saisons de la série, il y a des épisodes spéciaux plus longs qui sortent entre les diffusions de 2 saisons. Ces épisodes, vous devriez les connaître, ils portent le nom de Miraculous World suivi du nom de la ville où se déroulent les événements de l'épisode. Entre la saison 1 et 6, on a eu au total 4 Miraculous World. Le spécial New York, le spécial Shanghai, le spécial Paris et enfin l'excellent spécial Londres. Ce sont des épisodes qui comptent dans la trame principale, mais qui pour les 3 premiers sont assez dispensables. Effectivement, en saison 5, on revoit les héros introduits dans ces spéciaux, mais franchement, pour les avoir vus après la 5e saison, ça ne change pas grand chose. T'es pas complètement paumé. En revanche, le spécial Londres, lui, est vraiment un prolongement de la saison 5 et montre des éléments de la fin de saison très importants pour la suite. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce qu'à la base, beaucoup d'éléments de ce dernier devaient être mis directement en fin de saison 5. Si vous regardez la série, sachez qu'il est essentiel de ne pas sauter ce spécial et dans l'idéal de tous les voir. Le spécial Paris par exemple introduit le concept de multivers. Pour le moment, ça n'a pas d'impact dans la série, mais qui sait de quoi l'avenir est fait. Après bon, de base la série est faite pour que chaque épisode soit un point d'entrée pour un nouveau spectateur. Et le prochain épisode spécial est le Miraculous World Tokyo, qui sera animé en 2D par un studio d'animation japonais, probablement la Toei, et ça c'est une dinguerie. Depuis la saison 6, l'animation n'est plus confiée au studio coréen. Les ayants droit ont décidé de changer de moteur graphique. Celui utilisé désormais est Unreal Engine,
très employée dans le milieu des jeux vidéo. Depuis la 6e saison, Miraculous est ainsi devenue une série 100% française. Même si les fans se sont beaucoup plaints de ce nouveau style graphique avant la sortie de la saison 6, en se basant sur les différents trailers qui pour certains n'avaient même pas d'image finie en termes de production. Pour un bon nombre d'entre eux, leur avis a changé après avoir visionné les épisodes. Si à l'époque, Samg Animation se charge de la partie animation jusqu'à la saison 5, la partie créative, elle, est menée en France par Zack Studio. Ils vont se charger notamment de la création de l'univers, des personnages et de l'intrigue autour, ainsi que du merchandising. Sur la plateforme de vente de Zack Studio, Zack Store, vous trouverez une grande variété de produits dérivés Miraculous. Les bijoux, les Kwami en peluche et j'en passe. Quant à Méthode Animation, qui est une filiale de Mediawa, le leader européen de la production indépendante, ils s'occupent essentiellement de la post-production, tout ce qui est montage, mixage audio, etc. Ils peuvent aussi travailler conjointement avec Zack Studio pour l'aspect création, particulièrement le scénario. Leur collaboration est entrée dans une nouvelle dimension le 13 mai 2024 avec le lancement de Miraculous Corp, détenu à 60% par Media One et à 40% par Zacktoon. On a donc depuis lors une équipe entièrement dédiée à la création de l'univers Miraculous et son expansion, à l'image de la Dragon Ball Room pour Dragon Ball ou la Capsule Corp gérée par Akio Yoku qui s'occupe des projets liés à l'anime Dragon Ball. L'anime, pas le manga du coup. Miraculous Corp a déjà annoncé pas mal de projets pour étendre l'univers comme par exemple des séries spin-off de personnages ou encore le Miraculous World Tokyo que j'évoquais plus tôt. Cette mélodie, vous la connaissez sûrement, parce que Miraculous n'est pas qu'une série pour enfants, c'est aussi un générique culte. Tellement culte que dans le traditionnel karaoké géant de clôture de la Japan Expo à Paris, il est projeté et fait hurler la salle. Le karaoké ne dure que 30 minutes et pourtant il case ce générique dans une convention dédiée aux animés. Et Miraculous, je le rappelle, ce n'est pas un animé. Bon, pour être honnête, ils diffusent la version classique qui ne dure que 30 secondes. Et ils ont même mis le générique de Bob l'éponge qui est très loin d'être un animé. Mais qui sont les chanteurs talentueux derrière ce générique génialissime que j'écoute régulièrement en version complète? Il faut savoir que dans la version courte, il n'y a que Ladybug qui chante, contrairement à la version longue où Chat Noir chante quelques couplets. Et celle qui prête sa belle voix à Ladybug pour le générique, c'est Lou Jean. Le grand public l'a découverte en 2016 dans la saison 3 de The Voice Kids. Voilà. À la base, elle ne publiait que des reprises de chansons populaires sur YouTube. Comme quoi de nos jours, avec les réseaux sociaux, on peut vraiment se faire connaître nous-mêmes, ou du moins entrer dans le milieu beaucoup plus facilement qu'à l'époque pré-internet. Lenny Kim, quant à lui, n'est pas français contrairement à Lou, mais canadien. Il s'est aussi fait connaître lors de l'émission The Voice Kids à la saison 2, donc une saison avant Lou, diffusée de septembre à octobre 2015, donc juste avant la diffusion de la première saison de Miraculous en France. C'est ce qu'on appelle un perfect timing. Lou et Lenny Kim ont enregistré une deuxième chanson pour la série qui n'est ni un opening ni une musique intégrée à la série, c'est juste une musique additionnelle inspirée de l'univers Miraculous. Elle s'appelle Ce mur qui nous sépare et le clip est dispo sur YouTube. C'est en effet grâce à ses interprétations qu'elle a été repérée et qu'on lui a proposé de participer à l'émission. Le fait qu'elle interprète le générique de Miraculous ne semble pas avoir joué de rôle. Elle décroche sa seconde place du podium de cette édition de The Voice Kids, ce qui lui servira de tremplin dans sa carrière. Elle va en effet en 2017 chanter le générique de la série Demain nous appartient sur TF1. À cette occasion, on lui proposera même un rôle dans la série, celui de Betty Moreno. Elle prend des cours de théâtre et de chant depuis l'âge de 8 ans. Que vous soyez fan de Miraculous ou non, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène de 2023 qu'a été le film Miraculous. Sorti en juin 2023 en France et jusqu'en juillet dans d'autres pays tels que les États-Unis, le Canada ou la Russie, il fait un succès à la fois national et international. Il a écrasé les autres films d'animation français avec 7,15 millions d'entrées, dont 1,6 million en France. En comparaison, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, a réuni 4,6 millions de spectateurs dans le monde. Ce n'est pas un film d'animation, mais c'est un film français.
Le film a coûté 80 millions d'euros, ce qui est énorme pour un film d'animation français. C'est le plus cher de l'histoire, tout simplement, et le deuxième film français le plus coûteux all-time, juste devant La Cité des Mille Planètes de Luc Besson. Il a également fait le meilleur démarrage de l'histoire de l'animation française, puisqu'à son premier jour, il a attiré 318 144 personnes dans les salles obscures, ce qui est un record pour un film français. Le succès du film est tout de même à relativiser, car si on le met face aux autres films d'animation sortis cette année-là, il se place pas mal en dessous. Pour vous donner une idée, le film Mario a réuni 7,3 millions de spectateurs rien qu'en France. Donc en France, il y a eu plus de gens qui ont regardé Super Mario Bros le film que de personnes qui ont vu le film Miraculous dans le monde entier. Cela dit, c'est normal, c'est Mario quand même, ce n'est pas la même portée, faut pas déconner. Et puis ça reste un film d'animation français, donc son rayonnement international est tout de suite plus limité que des films comme Élémentaire sortis cette année-là, réalisés par Pixar et distribués par Disney. Pour que vous ayez un point de comparaison avec ce qui se fait aux US, le film d'animation Spider-Man que j'évoquais juste avant a lui coûté entre 100 et 150 millions de dollars. Le premier opus, Spider-Man Into the Spider-Verse, a lui coûté 90 millions de dollars. Et Élémentaire a eu un budget de 200 millions de dollars. Ouais, rien que ça. Concernant le film, le rendu graphique est sublime. Paris est hyper bien modélisé, la texture de l'eau est super belle, les décors en CGI sont à la fois réalistes et magnifiques, sans que ce soit justement trop réaliste, et surtout les cheveux. Comparez les coupes de cheveux de Marinette et Adrien du film avec celles de la série. Ici, chaque mèche est détaillée, on voit bien chaque mèche bouger au gré du vent. Dans la série, dans les 5 premières saisons, la coloration est assez homogène et rigide. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, le studio qui s'est occupé de l'animation n'est pas Sam Animation qu'on a mentionné plus tôt. C'est Dwarf Animation, un studio français situé à Montpellier qui a animé le film. Et c'est aussi eux qui sont en charge de l'animation de la série depuis la saison 6. Malheureusement, le film, bien que jouissant d'un succès commercial, ne bénéficiera pas d'un succès critique. Les fans, globalement, n'ont pas aimé le film. Beaucoup de choses lui sont reprochées. La faiblesse scénaristique, le non-respect du matériau d'origine, c'est-à-dire la série animée. La personnalité des personnages n'est pas la même. Des persos sont absents ou quasi absents. On peut déplorer le personnage de Lucas, si important dans la série, et totalement invisible dans le film. Bien sûr, en 1h30, tu ne peux pas tout faire, mais quand même. Le Lucky Charm de Ladybug a disparu. La règle de base comme quoi Ladybug et Chat Noir ne doivent pas connaître leur identité respective ne semble pas aussi importante que dans la série. Et en plus de ça, le scénario est assez faible. Zag a pourtant été clair, le film est détaché de la série. C'est une toute nouvelle histoire. Pour vous dire, le film résume 5 saisons de la série, ce qui évidemment joue dans les défauts que je viens d'évoquer. Mais pour autant, ce n'est pas parce que l'histoire est différente et se passe dans un univers parallèle que les personnages ne doivent pas être conformes à leur version d'origine. Gabriel Agreste a par exemple une personnalité plus douce que dans la série. Il est moins strict et autoritaire avec son fils Adrien. Oui, techniquement, il n'y a pas de problème, mais c'est déroutant pour les fans. Le film cherche à conquérir un nouveau public, certes. Et il a réussi puisque j'ai commencé Miraculous par le film et seulement après j'ai regardé la série. Mais il y a beaucoup de fans qui viennent voir le film. Et cela, il ne faut pas les décevoir. Moi, heureusement, comme je n'avais pas vu la série à part les 2 épisodes origines, j'ai kiffé le film. J'ai beaucoup ri et il m'a beaucoup diverti. Et surtout, il y a une critique récurrente faite à l'encontre de ce film qui n'a pas eu d'effet sur moi. Je parle bien sûr des musiques. Il y en a beaucoup tout au long du film. Voici les minutages de chaque musique. Vous pouvez mettre pause pour lire plus attentivement. Ça représente presque 20 minutes de musique chantée sur un film d'un peu plus d'1h30 si on enlève l'ending. Zag l'avait dit dès le début, le film sera une comédie musicale et a pour vocation d'être traité comme un Disney. Et les Disney, vous savez bien qu'ils sont connus pour toutes ces chansons incrustées et chantées par les personnages. Que ce soit quand ils font un monologue ou même dialogue avec d'autres personnages. C'est exactement ce qui est fait dans le film Miraculous. Malgré tout, les fans ont estimé que c'était beaucoup. C'était trop. Petite anecdote pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène. J'ai regardé le film au cinéma 2 fois. Une fois en France et une fois au Maroc. Dans la séance du Maroc, dès la 2e ou 3e chanson, les gens dans la salle rigolaient ou s'énervaient. La meuf à côté de moi se tapait des barres avec sa pote en gigotant dans tous les sens. Elle frappait mon siège littéralement. C'est pour vous dire à quel point les gens trouvaient ça absurde. Mais est-ce que cette critique est fondée? Comparons la proportion de musique chantée du film Miraculous avec celle d'un Disney à succès. Prenons La Reine des Neiges 2. Il y a à peu près 20 minutes de musique chantée par les personnages pour une durée comme Miraculous d'à peu près 1h33 hors ending et scène post-crédit. Il n'y a donc pas trop de chansons dans le film si on le considère comme un Disney, ce qu'il a vocation à être. C'est surtout que les fans ne sont pas habitués, je pense. Alors que Disney a construit son image et son succès là-dessus. L'autre raison, c'est que ce n'est pas que la quantité qui est reprochée, mais aussi et surtout la qualité. Beaucoup s'accordent à dire que la plupart des chansons ne racontent pas grand-chose, ont des paroles assez simplistes, manquent de profondeur. Quand je dis beaucoup, je pense plutôt à des spectateurs un peu plus âgés, adolescents voire adultes plutôt qu'à des enfants.
Il faut savoir que Thomas Astruc n'a pas participé au scénario du film. Le long métrage a été scénarisé, réalisé et composé par Jérémy Zag. Oui, Jérémy Zag est compositeur. C'est lui qui a composé la BO du film et qui a imaginé les paroles des différentes chansons. Et Jérémy Zag, en plus d'être fan d'animé et de super-héros, quand il était jeune, aimait également beaucoup les Disney. Avec ce film, il ambitionnait de mélanger les trois genres. Thomas Astruc a confié une fois qu'au niveau du merchandising, on crée d'abord les personnages et l'univers et ensuite on réfléchit à comment le marketer en termes de produits dérivés, jouets, goodies, etc. Il a précisé que les Kwami n'ont pas été créés pour vendre des peluches, ils ont d'abord été imaginés et ensuite on en a fait des peluches. Et bien pour le film, c'est l'inverse qui s'est passé. Jérémy a d'abord écrit les paroles des chansons et ensuite a cherché un scénario qui colle à ces chansons. Il était compositeur, mais ceux qui ont chanté les chansons du film sont Lou, la voix chantée de Ladybug dans l'opening en anglais et français, et dont on parlait plus tôt, et Elliot, aussi révélé par The Voice en 2014, et qui a remplacé la voix chantée originelle de Chat Noir dans le générique, Lenny Kim, qu'on évoquait aussi tout à l'heure. Ils ont tous deux chanté les musiques du film en anglais et français. Beaucoup de fans ont craché leur haine sur Elliot, ce qui est complètement idiot puisque c'est Kim Lenny qui a choisi de quitter la série. Il faut bien le remplacer. C'est vraiment un honneur de faire la BO d'une belle série comme ça, parce qu'en même temps c'est un beau message derrière, vraiment de girl power, je pense qu'il est nécessaire maintenant aussi à apprendre aux jeunes très rapidement. Moi j'ai connu Elliot avant Kim et franchement les deux voix sont superbes, je ne suis pas dépaysé entre les deux. Et vous êtes plutôt team Elliot ou team Lenny? Dites-moi ça en commentaire. Certains fans comme la youtubeuse Octolady reprochent que le timbre de voix de Lou est trop différent de celui du comédien de doublage de Marinette, Anouk Aubois. Et c'est vrai que sa voix est plus aiguë quand même. J'en oublie qui je suis, je m'en vais, c'est mieux. Je suis désolée. Anouk aurait pu faire des parties chantées de Marinette parce qu'après tout, elle l'a fait dans l'épisode Noël et ça marchait plutôt bien. L'épisode que je déteste le plus au passage. La seule explication à ces questions, c'est qu'un super vilain veut s'en prendre à Adrien. Même si ça rendait bien, je pense que pour un film diffusé au cinéma avec en plus pas mal de passages chantés, la voix de Lou est beaucoup plus logique et raisonnable. Il ne faut pas oublier qu'Anouk Aubois est une comédienne de doublage avant tout, elle n'est pas chanteuse professionnelle contrairement à Lou. Dans le film, il y a bien un comédien de doublage qui chante une des chansons, la seule qui n'est pas de Ladybug et Chat Noir, la dénommée Papillon, interprétée par Antoine Thomé sous les traits de Gabriel Agreste. Une belle performance, surtout quand on sait que le mec avait environ 70 ans au moment de l'enregistrement. Pour info, pour les fans d'animé qui regardent en VF, Benjamin Bonan, la voix d'Adrien, prête aussi sa voix à Meliodas dans Nanatsu no Taizai. Et Anouk Aubois interprète quand même Trunks et Chi-Chi dans Dragon Ball Super. Moi personnellement j'ai adoré les musiques, c'est vrai que les paroles manquent parfois de profondeur, mais j'aime beaucoup la mélodie. Et franchement il y en a quand même qui racontent quelque chose. Plus fort ensemble, je l'adore, c'est ma préférée, c'est un peu la déclaration d'amour de Chat Noir à Ladybug et leur rapprochement après être devenu un vrai binôme. Mais oui, quand on compare aux chansons de la Reine des Neiges 2, on voit la différence. Par exemple, dans la chanson de Miraculous, Courage en moi, Ladybug répète qu'elle doit trouver le courage en elle d'avancer vers sa destinée d'héroïne. Mais en fait, le problème, c'est que ces paroles ne sont pas soutenues par un développement fort dans la série. Quand Ladybug dit « Dans mon cœur, j'ai visé la lumière, c'est lorsque l'on trouve l'amour en soi qu'enfin tout s'éclaire. Même si la terreur gronde, j'ai la force de déployer mes ailes, alors je me battrai pour ceux qui ont besoin d'aide. » Ok, les paroles sont jolies, il y a de la métaphore et tout, mais est-ce qu'on sent ça dans le film? Franchement non, pas à un tel degré, pas comme ça en tout cas. Toutes les difficultés que Marinette décrit là, on ne les ressent pas. Dans La Reine des Neiges 2, dans la chanson Dans un autre monde, Elsa entend une douce voix fredonnante qui symbolise l'appel à l'aventure qu'elle essaye d'ignorer après tout ce qu'elle a vécu dans le premier film, préférant rester dans sa nouvelle vie stable. Tu n'es personne, tu n'es qu'un son, qu'une mélodie, si je t'écoutais, mais c'est non, j'en oublierai ma vie. La chanson raconte vraiment quelque chose et on se sent impliqué parce que c'est soutenu par ce qu'a vécu Elsa dans le premier film. Scénaristiquement, quand on compare le film à la série, la différence est flagrante. Des personnes qui ont bossé sur le film ont dit que des idées qui auraient pu rendre l'histoire plus profonde et meilleures n'ont pas été retenues dans la version finale. Que le film a été simplifié et qu'ils se rendaient compte que c'était moins bon. Ce que je vous dis là, je l'ai lu dans un commentaire YouTube d'une vidéo sur le film à l'époque de sa sortie. Donc c'est tout de même à prendre avec des pincettes, d'autant que je n'ai plus le commentaire sous les yeux, je n'ai que mes humbles souvenirs. Il se peut que je confonde deux commentaires, que j'ai travesti ma mémoire, en tout cas, c'est ce dont je me souviens. Mais en tout cas, j'ai retrouvé le commentaire d'un mec qui a bossé sur le film qui dit qu'il a vu passer plusieurs versions du scénario, dont certaines meilleures. Je vous l'affiche à l'écran. Il dit aussi qu'il est d'accord pour dire que les paroles des chansons manquent de profondeur. Et comme les chansons ont été écrites avant le scénario finalement est moins cohérent, plus creux, moins riche. Certains diront que comme le créateur originel, Monsieur Astruc, n'a pas participé au scénario, c'est pour ça qu'il est mauvais. Personnellement, je ne sais pas. C'est grâce à Jérémy Zag que la série Miraculous a vu le jour, mais c'est vrai qu'il n'est pas vraiment impliqué dans le scénario de la série et n'a jamais été scénariste sur d'autres séries.
Donc peut-être que la faiblesse scénaristique vient de là, en plus de la méthode qu'il a utilisée de faire des chansons avant le scénario. On espère que pour le second opus, il se rattrapera avec un scénario un peu plus profond, même si je sais bien que c'est un film tout public. Ou alors que Thomas Astruc rejoindra l'aventure. Personnellement, ça me peine de critiquer un film qui a été fait avec autant de passion, mais on se doit d'être honnête. Ce n'est que comme ça qu'on pourra espérer mieux pour la suite. Et puis on ne critique pas gratuitement, les critiques sont argumentées d'éléments concrets. Les Kwami, on en parlait brièvement un peu plus tôt, sont ces petits êtres tout mignons qui sont associés à un Miraculous et qui permettent à leurs porteurs de se transformer et d'utiliser leur pouvoir. Ils sont d'après Thomas Astruc une émanation de la nature. Dès qu'un concept abstrait est créé, un Kwami naît en représentant cette idée. C'est pour ça qu'on a le Kwami du temps, de la création, de la destruction, etc. Donc Tiki, qui est le Kwami de la création, le Kwami du Miraculous de la coccinelle, est né en même temps que le Big Bang. Ça veut dire que non seulement elle sait tout de l'univers depuis son commencement, mais elle n'en parle pas, ok. Mais ça veut aussi dire que durant tous ces millénaires, il n'y a pas eu de vœux ou de menaces qui ont détruit le monde. D'après Sébastien Thibaudeau, directeur d'écriture de la série, les Kwami sont une interprétation polythéiste de la nature naturante du dieu de Spinoza. En gros, pour faire simple, chez Spinoza, Dieu est la nature elle-même. La nature en tant que tout, avec tout ce qui la compose. Et les Kwami, qui représentent à chacun un concept de la nature distinct, sont quelque part des divinités selon cette définition. Comme ils sont plusieurs et ne forment pas un tout, eh bien c'est une vision polythéiste du concept de Spinoza. À présent, tenez-vous prêts parce que je vais vous balancer quelques petites infos croustillantes sur le créateur de la série, Thomas Astruc, le directeur d'écriture Sébastien Thibaudeau et même sur la série elle-même. Sébastien Thibaudeau a dit qu'il n'a jamais utilisé l'IA et ne l'utilisera jamais, que ce soit ChatGPT ou n'importe quelle autre IA. Thomas Astruc a dit avoir fait des tests avec l'IA, notamment la génération d'images, et que c'était dégueulasse. Que les réponses demandées ne correspondent jamais aux questions que tu poses, et qu'en termes de texte, c'est, je cite, à chier. Il estime que c'est anti-humain, anti-art. Les machines selon lui sont censées aider à faire des tâches les plus pénibles et redondantes, pas les plus agréables comme écrire un scénario ou générer des images. L'IA est contre la créativité, contre l'art. Je pense toutefois que les défauts qu'il cite seront bien évidemment effacés dans le futur. L'IA n'en est qu'à ses balbutiements. Est-ce que ça va entraver la créativité ou au contraire être un support au développement de cette dernière? Seul l'avenir nous le dira. Vous vous rappelez de l'histoire du grand-père de Marinette? Si vous ne vous en souvenez pas, en résumé, le père de Marinette n'a pas revu son père depuis 20 ans parce qu'ils se sont disputés. Les deux sont boulangers et le père de Marinette, au lieu d'appliquer la recette bêtement que lui a appris son paternel, a innové en y apportant une touche plus moderne. Sans même goûter cette version, le grand-père étant très conservateur, attaché aux traditions, va se disputer avec son fils, rejetant catégoriquement ce qui sort de ces traditions justement. Eh bien, figurez-vous que cette histoire est directement inspirée de la vie personnelle de notre cher Thomas Astruc. Bien sûr, de façon subtile et métaphorique, il ne s'est pas disputé avec son grand-père pour des histoires de fabrication de pain. Son grand-père était résistant, il a participé à la libération de Paris. Il a été traumatisé par la guerre d'Algérie, même s'il n'y a pas participé directement. Les événements qui en ont découlé l'ont rendu raciste, à tel point qu'il appelait les Noirs des demi-singes, malgré que le mec était brillantissime et très cultivé. Au bout d'un moment, Astruc en a eu marre et coupa les ponts avec son grand-père. Son frère a eu des enfants métis et du coup le grand-père est devenu arrière-grand-père d'enfants métis et ça l'a guéri de son racisme. Thomas Astruc avec son épisode Boulangerix et un peu avec Simplificator aussi, où le grand-père de Marinette est aussi accomatisé, a voulu transmettre un message antiraciste et de mélange de culture, de mélange d'ethnie. Quand les équipes d'écriture dont Thomas Astruc crée un personnage, il est intéressant de noter qu'il joue ce personnage. Les personnages prennent vie dans des ateliers et en créant un personnage, il crée la backstory qui va avec. Même si nous, dans la série, elle ne nous est pas montrée dans l'immédiat, les scénaristes, eux, ont déjà pensé à tout. Le passé de Gabriel Agreste, par exemple, comment il a obtenu les miracles du papillon et du pan, où a-t-il rencontré Emily, tout ça, on n'a pas encore vu les détails, mais Thomas et les autres ont déjà l'histoire depuis la saison 1. C'est comme ça qu'on écrit un bon personnage, en sachant d'où il vient. Et ce qui est intéressant, c'est que Sébastien Thibaudeau dit que quand un nouveau scénariste rejoint l'équipe, un personnage qui était peu joué avant son arrivée peut devenir beaucoup plus vivant. Parce que ce dernier apporte de sa personne dans ce personnage. Les personnages évoluent en fait même après leur création et même en connaissant leur background. Quand on conçoit un personnage, on ne le comprend pas forcément totalement. Thibaudeau nous dit que quand le personnage est doublé dans la série, la voix du personnage va les influencer pour faire évoluer son écriture. Et cette écriture évoluée va à son tour donner une matière nouvelle aux comédiens de doublage qui vont jouer le personnage un peu différemment et ainsi de suite. C'est un cercle continu. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que tu crées un personnage que tu le comprends entièrement tout de suite. C'est un peu comme donner naissance à un enfant. Celui-ci ainsi que ta compréhension de lui évolue au cours du temps. Ça nous rappelle Hajime Isayama qui nous disait ne pas avoir complètement compris Eren avant d'entendre sa voix dans l'anime. Ou encore Feu Toriyama qui imaginait la voix de Masako Nozawa quand il dessinait Son Goku.
Bien que Miraculous soit une série française, les bouches des personnages sont basées sur l'anglais car ça s'exporte mieux. C'est la langue la plus parlée dans le monde après tout. Donc Miraculous a la particularité d'avoir deux VO, l'anglais et le français. Thomas Astruc a dit que le passé de Lila avait peut-être déjà été montré sans qu'on s'en rende compte. Ça ne peut que conforter les défenseurs de la théorie Lila et Manon du futur. Si Thomas Astruc a décidé de se mettre en scène dans un épisode de Miraculous avec tout le monde qui lui demande mais à quoi il sert dans la production du film Miraculous et les aventures de Ladybug et Chat Noir, étant donné qu'il n'écrit pas le scénario, ne fait pas les dessins et les animations, c'est pour enseigner aux plus jeunes le rôle du réalisateur qui est souvent négligé et méconnu, voire même peu reconnu. Le réalisateur est le chef d'orchestre du projet. Même s'il ne met pas la main à la pâte, c'est lui qui s'assure du bon fonctionnement du projet, apporte sa vision artistique, ses idées et coordonne les différentes étapes de production. Avec cet épisode, Thomas Astruc était en quête de reconnaissance. Saviez-vous qu'en 2017, Ladybug et Chat Noir avaient été montrés au musée Grévin? Quelle consécration quand même. Et ce n'est pas tout. Si vous habitez à Paris, vous avez dû remarquer toutes les activités de divertissement qu'il y a eu en 2023 quand le film est sorti. Celle qui m'a marqué, c'est la croisière Miraculous dans la Seine. La boulangerie des parents de Marinette ressemble à s'y méprendre à la pâtisserie située au 48 rue Coudencourt dans le 18e arrondissement de Paris. Boris Lumet, son propriétaire, est marié à Mihona, une japonaise. Un couple mixte, tout comme le père et la mère de Marinette. On en revient à ce que je disais plus tôt sur le message du mélange de Thomas Astruc avec l'histoire du grand-père de Marinette. Il y a même des enfants qui s'amusent à aller devant cette fameuse boulangerie. Je trouve ça assez mignon. Je vous ai dit que Miraculous est très inspiré des animés et de l'univers des super-héros américains. Eh bien, figurez-vous qu'il y a pas mal de références dans la série à ces sources d'inspiration originelles. On peut bien sûr citer l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de l'ongle de Marinette en Super Saiyajin, mais ce n'est pas tout. Dans l'épisode Robocop, Chat Noir va se retrouver la tête à l'envers face à Ladybug accroché avec le yo-yo de Miraculous qui fait office de toile de Spider-Man. Il essaiera d'embrasser Ladybug, référence directe au premier film Spider-Man de la trilogie légendaire de Sam Raimi où Spider-Man embrasse Mary Jane de la même manière. C'est marrant quand on sait que Ladybug est inspirée de Spider-Man et ici c'est elle qui se retrouve dans le rôle de Mary Jane. Malheureusement, contrairement à dans Spider-Man, il n'y a pas eu de bisous. Toujours dans les références à Spider-Man, dans l'épisode Les Origines où Marinette acquiert les pouvoirs de Ladybug pour la première fois, Aya demandera à Ladybug si elle s'était faite piquer par une araignée radioactive. Dans l'épisode Anti-Bug, Chloé revêtra un costume alternatif de Ladybug qui fait penser au fameux costume de Venom dans Spider-Man 3. Lors de l'attaque du caméléon en saison 3 épisode 1, la scène où Ladybug sauve des enfants sur le point de se faire renverser par un bus semble faire référence à une scène de Spider-Man 1 où ce dernier fait pareil. Dans l'épisode Chat Blanc, à un moment, celui-ci projette son cataclysme avec un mouvement similaire à celui du célèbre Kamehameha de Goku. On n'a pas seulement des références aux animés et aux super-héros, Miraculous regorge de rêves à la pop culture. Que ce soit des Disney, comme la démarche d'Amélie, la mère de Félix, qui fait énormément penser à celle de la Reine des Neiges dans la chanson qui a ravagé le monde entier, Libéré, délivré, ou des films cultes des années 80-90 tels que l'épisode Roger Cop qui fait référence au film Robocop, évidemment. Quoi qu'il en soit, si vous voulez connaître plus de rêves cachés dans la série, je vous invite à regarder la vidéo du poteau Afran. Les références que je vous ai données sont une partie de celles qu'il a citées. Celles que je vous ai données pour la plupart, je les avais remarquées, mais dans sa vidéo, il y en a des vraiment obscures. Franchement, allez voir la vidéo, elle est super intéressante, surtout si vous êtes fan de Miraculous. Pour les rêves dont je vous ai parlé, sa vidéo m'a permis de ne pas avoir à les chercher, sans compter que j'avais oublié certaines. Alors merci à lui, et ça serait cool de rendre à César ce qui est à César, donc allez voir sa vidéo. Elle dure moins de 10 minutes, le lien est dans la description. J'ai aussi utilisé pour cette vidéo un live de 4h30 du youtubeur Catboat où il interviewe Thomas Astruc et Sébastien Thibaudeau. C'est de là que j'ai pris beaucoup d'infos de la dernière partie de la vidéo, juste avant les références. Alors allez la voir si ça vous intéresse, un grand merci à lui. Je n'ai pas vu le live en entier ni vous ai transmis tout ce que j'ai entendu, alors foncez, vous aurez de l'inédit. Abonnez-vous à la chaîne, allez voir la playlist de mes vidéos Miraculous, j'en sortirai d'autres à l'avenir. Dites-moi en commentaire en quelle année vous avez commencé à regarder la série, si vous la regardez. Pour ma part, c'est 2023 et précisez votre âge. Sur ce, Jana! 死んだか砂使いのトーストどうぞ飲んでいざ一通り忍びれても入り組んでミュークペッサーC'est vidéo, pleine de passion, sur la tête petite en la route.